Chers amis, bonjour, on se retrouve cette semaine encore pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer cette fois à l'analyse du résultat des régionales et en particulier de la performance du Rassemblement national. Alors évidemment, je garde dans mon cœur tous les militants, tous les adhérents, tous les sympathisants, les électeurs du Rassemblement national que j'ai côtoyés pendant les 4 années d'engagement qui furent les miens jusqu'à l'année dernière. Donc la vidéo que je vais vous faire à l'instant ne remet pas en cause, bien entendu, le dévouement, l'abnégation, l'engagement de tous ces Françaises et tous ces Français qui, effectivement, combattent au jour le jour pour que la France reste la France. Par contre, il convient de s'interroger sur les résultats successifs du Rassemblement national, parce que le but, c'est quand même de gagner. L'heure est grave et 2022 sera peut-être la dernière fois que la France telle que nous l'avons connue va se battre et doit gagner, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc il ne s'agit pas de division, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe comme certains me l'ont fait savoir ou m'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux. Il s'agit juste de se poser les bonnes questions pour pouvoir opérer cette introspection vitale qui nous permettra peut-être de créer les conditions de la victoire. Voilà, on ne peut pas continuer avec une méthode Coué en permanence en enfilant les échecs. Le camp national doit arriver au pouvoir en 2022 et sans une maïeutique, sans se poser des questions, sans se remettre en question, eh bien, je crains que le camp national n'y arrive pas. Donc cette vidéo vise au moins à donner les éléments du questionnement pour un sursaut, un dernier sursaut. A tout de suite. Les Français ont accueilli, qui indifférents, qui goguenards, qui atterrés, les affligeants chiffres de participation aux élections régionales et départementales. Ils sont indéniablement choquants. Notre pays est une démocratie, mais une démocratie sans votants n'en est plus une, car c'est alors une infime minorité de citoyens qui choisit pour tout le monde. Nous avons connu dans la première moitié du XIXe siècle le suffrage censitaire, qui accordait le droit de vote à une poignée d'électeurs, les électeurs suffisamment riches pour payer l'impôt. Le suffrage censitaire fut remplacé par le suffrage universel au XXe siècle. Mais avec la désertion des urnes par une grande majorité d'électeurs, ce sont à nouveau des citoyens très minoritaires qui déterminent le sort du pays. Et c'est insupportable. Ceci étant posé, l'enseignement le plus frappant de ce simulacre d'élection, c'est bien le collapsus du Rassemblement national. Nous eûmes la débâcle combinée de 2017, marquée par les 33% au deuxième tour de la présidentielle, malgré des sondages à 42% juste avant l'élection, et des 8 malheureux députés élus à l'Assemblée nationale, sur 577, alors que l'on en espérait 80. Il aura juste manqué qu'un zéro. 8 députés, chiffre inimaginable pour un parti dont la candidate a été finaliste à l'élection élyséenne. En tout cas, une première dans l'histoire de la Ve République et probablement de la République tout court. Premier parti d'opposition de fait, mais incapable de former un groupe parlementaire faute d'élus suffisants. La France insoumise, elle, y est arrivée. Marine Le Pen en avait tiré la conclusion qu'il fallait tout changer du sol au plafond et avait promis de remettre le mouvement en ordre de marche pour le match retour de 2022. Certes, les européennes de juin 2019 furent gagnées, mais d'extrême justesse devant un parti présidentiel qui aurait dû être essoré par la longue crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, la totalité des médias à l'époque n'a pas parlé de victoire du Rassemblement national, se contentant de souligner une place d'ex-aequo avec la liste Renaissance conduite par l'inepte LREM Nathalie Loiseau. Avec moins de 24% des voix, le RN se trouvait à 10% en dessous de son partenaire italien, la Lega de Matteo Salvini, qui, contre toute attente, devenait la première force politique du groupe souverainiste au Parlement européen, avec 29 sièges contre 23 pour le RN, et en prenait très logiquement la tête. Suivirent les municipales. En 2011, la nouvelle présidente de ce qui était encore le Front National avait fixé comme objectif central du parti l'ancrage local. En 2014, premier test. Un peu plus de 1500 conseillers municipaux élus sur plus de 500 000 et la conquête de 9 villes dont la plus importante, Fréjus, compte environ 50 000 habitants. Modeste, mais il faut bien commencer quelque part. En 2020, brutal retour sur terre. Le premier parti de France n'est en mesure de présenter que 411 listes pour les communes de plus de 1000 habitants. La France en compte près de 10 000.
9 années de dédiabolisation et pourtant une immense réticence à s'afficher au niveau local avec l'étiquette lepéniste, même renommée Rassemblement. Au final, les villes RN sont conservées et Perpignan est conquise, mais le nombre de conseillers municipaux tombe à 827 pour les communes de plus de 1000 habitants, moins que ceux du Parti communiste français, 1426. Marine Le Pen pointait déjà l'abstention due à la crise sanitaire comme responsable de ce résultat médiocre. Admettons. Mais alors comment expliquer que dans exactement le même contexte, le parti Europe Écologie Les Verts fait la conquête de Lyon, Strasbourg, Poitiers, Tours, Bordeaux, Annecy, Besançon et conserve Grenoble. Rien que ça. Par ailleurs, allié au PS, EELV gère également Paris, Marseille, Montpellier, Nantes, Nancy, Rennes. Ah oui, on peut bien se gausser de leurs bourdes et dénoncer leurs dérives, mais enfin, les résultats sont là. La droite comme la gauche d'ailleurs conservent quantité de bastions. Ils sont aux manettes, le camp national, lui, fait des claquettes. Comme il faut avoir des élus locaux pour avoir des sénateurs, le Rassemblement national se retrouve avec un seul sénateur sur 348 au terme des élections sénatoriales de fin septembre 2020. Un miracle dû à l'acharnement et à la combativité de Stéphane Ravier, promis à l'éviction du Palais du Luxembourg après la perte de sa mairie du 7e arrondissement. Le RN n'a donc qu'un seul et unique sénateur. Vous savez combien le PCF, grand brûlé de la politique française, en compte ? Une quinzaine. Ces municipales m'ont ouvert les yeux sur la gestion du Rassemblement national. En 2020, poussé par quelques cadres du mouvement, je me suis déclaré prêt à porter les couleurs du Rassemblement national pour la bataille à Paris, la capitale de la France. Ma notoriété médiatique avait pris de l'ampleur en raison des innombrables invitations dont je bénéficiais. Mon nombre d'abonnés explosait sur les réseaux sociaux, les militants parisiens me réclamaient. Décision de la présidente du Rassemblement national, ne présenter personne et soutenir un candidat externe inconnu et qui faisait autant envie qu'un sandwich au concombre dans une soirée de rugbymen. Résultat, la plus monumentale raclée du RN à Paris depuis des lustres, 1,47%. Nous voici donc arrivés à la dernière marche avant la présidentielle, les élections combinées régionales et départementales. Des sondages flatteurs, comme à chaque fois, 6 régions gagnables, dont une presque garantie PACA. Et patatras. Les électeurs ne se déplacent pas, et tout particulièrement ceux du RN. Ils avaient, ces électeurs du RN, moyennant un tout petit effort, la possibilité de placer Marine Le Pen en orbite haute pour la présidentielle. La possibilité, comme disent les politologues, de créer une dynamique. Ah non, on va à la pêche, on reste chez nous, on bricole, on jardine, on se balade, mais on ne se déplace pas pour voter pour le Rassemblement national. Dingue. En PACA, Thierry Mariani s'est bien battu, mais au final, c'est une défaite sans appel. Dans les Hauts-de-France, c'est l'effondrement, avec Sébastien Chenu qui fait 24% au premier tour contre 40% en 2015. Et au deuxième tour, les résultats ne s'améliorent pas. Il avait déjà pris une veste monumentale au municipal à Denain, où la maire socialiste a été réélue dès le premier tour. Qu'à cela ne tienne, il est investi tête de liste au régional. En Ile-de-France, Marine Le Pen avait décidé d'envoyer son dauphin, bardé de son bac ES, pour affronter la techno ultra compétente Valérie Pécresse. 13% pour la liste menée par Jordan Bardella, 5 points de moins que Valrand Saint-Just en 2015 au premier tour et moins de 11% au deuxième. Qui aurait cru possible de faire bien pire que le cruchon à qui le parti doit sa déliquescence à Paris ? Difficile par ailleurs de mettre ce résultat sur le dos du remplacement de peuple, car l'abstention la plus forte a été précisément enregistrée dans les départements où la population d'immigrés est la plus forte, Seine-Saint-Denis en tête. En Auvergne-Rhône-Alpes, le score très honorable de 2015, 25%, est divisé par 2. En Grand Est, où Florian Philippot avait dépassé les 36% en 2015, le RN se retrouve à 28%. En Occitanie, c'est le PS qui est arrivé en tête au premier tour, se payant le luxe d'augmenter son score de 16 à 40%, alors que celui de MLP chute de 9%. Le deuxième tour est un plébiscite pour la présidente socialiste. La déconfiture, mes amis, est générale. Oh, bien sûr, la République en marche a pris une branlée encore pire. Mais elle et son champion, ou inversement, avaient quand même réussi en 2017 à ravir l'Élysée et rafler 308 sièges à l'Assemblée nationale. Pas mal pour un monsieur inconnu 3 ans avant son élection et un parti créé en avril 2016.
Vous savez, il y a une différence entre décrocher la médaille d'or et patauger ensuite, et patauger tout le temps. Dimanche 27 juin, au soir du deuxième tour, le bilan du RN pour cette double élection territoriale est clair. 0 plus 0 égale 0. Car ce que nous a caché le buzz autour des régionales, c'est une bérésina pire encore. Le RN ne gagne aucun conseil départemental sur les plus de 100 que compte notre pays. En tête dans quelques cantons, il n'a pas été en mesure de remporter une majorité départementale nulle part. C'est effarant. D'autant que cette collectivité est celle que le camp national privilégie à juste titre, car elle est à la fois proche des administrés et héritière de la construction historique de la République. Une petite incidente pour l'anecdote. Savez-vous que notre pays a connu 20 élections législatives partielles depuis l'été 2017 ? Bilan pour le RN, devinez ? 0. On se demande partout, mais pourquoi le peuple RN ne s'est pas déplacé, que diable ? Les leaders du parti racontent que leurs électeurs ne s'intéressent pas aux élections locales. Mais c'est faux ! En 2015, le parti avait enregistré des gains majeurs grâce à une forte mobilisation, ce qui avait permis au Front National de l'époque de s'implanter fortement dans les conseils régionaux et départementaux, créant une vraie dynamique pour 2017. En 2021, le RN va voir sa représentation locale régresser fortement, ce qui va par ailleurs accroître ses difficultés financières. Je connais le peuple français, il est courageux, il est dur à la tâche, il n'hésitera jamais à prendre 1 heure ou 2 pour aller voter un dimanche. Mais voter pour quoi ? Voter pour qui ? Pour un mouvement qui se chiraquise, qui commence à dire que l'islamisation de masse en France n'est pas une régression, que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas un problème, que l'on va s'accommoder de l'Union européenne sans faire d'histoire. Le Rassemblement national a préféré faire le choix de la sécurité comme leitmotiv électoral. Pour ces dernières élections, il n'y a qu'un malheur, la sécurité n'est que marginalement dans la compétence des régions et des départements. Mais le comble est que la sécurité figurait malgré tout, et d'après un sondage réalisé par l'Institut Opinionway quelques jours avant le scrutin régional, au premier rang des préoccupations des électeurs. Cela n'a pas suffi à les faire se déplacer pour le parti qui est supposé l'incarner le mieux, cette sécurité. Mais là n'est peut-être pas le plus grave. Ce peuple, il a besoin de chair et d'âme, de présence, du contact avec celle ou celui qui est censé l'incarner. Moi, président du Rassemblement national, j'aurais arpenté la France en long, en large, en travers, levé tôt, couché tard, parlé, écouté, discuté, bu un coup, blagué et compati avec cette France qui souffre et espère tant. Je l'ai tellement fait. Je n'aurais pas fait des apparitions éclairs, des visites d'une petite heure, souvent sur un marché, une conférence de presse vite torchée, un petit tour chez un agriculteur, et zou, on reprend vite le train pour Paris. Je ne me serais pas uniquement montré dans des bourgs ou des hameaux bien tranquilles, où il n'y a pas de risque de face à face avec des adversaires qui vous chahutent et qu'il faut savoir affronter plutôt qu'éviter. Bon sang, la France, c'est aussi les villes. 50% des Français vivent dans une commune de plus de 10 000 habitants. Mais au-delà des choix de candidats, des thèmes et du type de campagne, il y a en politique, et tout particulièrement dans un mouvement populaire, l'incarnation. L'incarnation, mes amis, tout est là. C'est un mélange subtil de charisme, de compétences, de sacrifice, de travail acharné, et il faut le dire, de chance. Et ça ne s'invente pas plus que ça ne s'acquiert. On l'a ou on l'a pas. Pour réussir cette rencontre magique avec le peuple, il faut savoir parler à ses tripes, à son cœur et à son cerveau. Chacun des présidents de la Ve République ont eu, à des degrés divers, ce don. Même le bien mièvre François Hollande a eu en 2012 ce coup de génie de se poser en ennemi de la finance, dans un contexte qui s'y prêtait parfaitement, tout en assénant, rappelez-vous, cette redoutable anaphore « moi président » qui a enseveli Sarkozy lors de leur débat. Bref, il faut être bon, mais pas seulement. Pour être là où le meilleur, il faut savoir s'entourer des meilleurs, car c'est à leur contact qu'on s'élève, à condition de les écouter et de les lire. S'entourer de beaucoup de médiocres qui ont le mérite d'être fidèles et flatteurs pour se grandir est une erreur capitale, car ce faisant, on cumule le manque d'émulation, de remise en cause, et on n'inspire pas confiance à un peuple qui sait qu'un président est avant tout un chef d'orchestre. Marine Le Pen a pris les rênes du parti il y a 10 ans. 10 ans après, c'est un parti financièrement exsangue. Je lisais il y a quelques jours que LREM venait d'acheter un siège de 2800 mètres carrés dans Paris pour 35 millions d'euros. Contraste. 10 ans après, la présidente du Rassemblement national n'a pas tout à fait tout raté, mais elle n'a rien vraiment réussi.
Elle a solidement installé le Rassemblement national et elle-même sur la scène politique française en tant que figurant, second rôle et parfois tête d'affiche, mais jamais comme producteur, scénariste, réalisateur et metteur en scène. Elle a gagné la bataille de certaines idées, mais n'a jamais convaincu les Français qu'elle et son équipe étaient capables de gouverner une région ou simplement un département. Vous n'avez jamais voulu me confier ne serait-ce que la Lozère, mais je vous demande de me confier la France. Voilà ce que pourrait être le slogan de 2022. La présidente du Rassemblement national a concédé vendredi dernier sur France Info qu'il faudra recréer une dynamique pour la présidentielle. Elle a une certaine habitude des montagnes russes, mais cette fois-ci, le chariot a-t-il encore assez de puissance pour remonter une énième pente? Alors je sais, on va me dire, vous réglez vos comptes avec elle. Pas du tout, je ne règle pas des comptes, je fais les comptes. Qui suis-je pour me le permettre? Eh bien, en quittant le Rassemblement national, à regret, j'ai fondé avec une petite équipe de fidèles ultra compétents un think tank qui, en 7 mois, a réuni près de 6000 adhérents et une jolie brochette d'experts qui m'apportent idées et propositions. Les comptes de mes réseaux sociaux connaissent une croissance exponentielle et il n'est pas de jour où, dans les rues de France, partout en France, des femmes et des hommes de tous âges, de toutes origines et de toutes conditions me saluent, m'encouragent et me remercient. Alors oui, à mon modeste niveau, je crois pouvoir donner un avis sur une personnalité qui a reçu en héritage une organisation solide et a bénéficié du sens de l'histoire. J'ai beaucoup rencontré à travers le pays ces militants, adhérents, électeurs du Rassemblement national qui se battent pour que la France reste la France. Et franchement, ils méritent mieux. En fait, c'est toute la France qui mérite mieux que ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui. Ce mouvement, allié à d'autres, porte en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Mais encore faut-il qu'il soit dirigé par les meilleurs. Que faire alors? Encore un peu de patience, on en reparle très bientôt.